Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous, voici votre édition consacrée à la rétrospective. On revient forcément sur le grand titre qui a dominé la semaine. À tous, merci de votre fidélité à la Fondation Maloua Télévision. Commençons cette rétrospective par des pourparlers de Nairobi qui ont démarré lundi en présence d'une quarantaine de groupes armés actifs en République démocratique du Congo. Sachez que les présidents congolais, Félix Tshisekedi, les Rwandais Paul Kagame et les Burundais Évariste Ndayishimiye ont tous participé et par visioconférence à ces assises où les M23 soutenus par les Rwandais et le grand absent. On prend tout de suite les précisions avec Patrick Ngou. Le M23 soutenu par l'armée rwandaise n'a pas encore respecté les conditions lui posées par le gouvernement congolais, dont la libération des zones occupées dans le Nord Kivu avant de rejoindre la table de négociation. Au cours de ces assises, le président congolais Félix Tshisekedi est une fois de plus revenu sur ses exigences, soutenu par des acclamations frénétiques de tous les participants. Ayant également participé à ces assises, le président ougandais, dont le pays est de plus en plus accusé à Kinshasa d'appuyer les Rwandais, a parlé de l'harmonisation des efforts pour vaincre tous les groupes armés à l'origine de l'insécurité dans l'est de la RDC. Nous devons nous attaquer au problème des armes illégales dans l'est de la RDC, a dit Yoweri Museveni lors de son intervention. Pendant ce temps, un calme apparent s'observe sur toutes les lignes de front dans le Nord Kivu. Cependant, la cité de Bunagana, la ville de Kiwanja et Rutshuru au centre se trouvent toujours détenues entre les mains de rebelles soutenus par le régime de Kigali. Les conclusions du sommet de Luanda sommaient de recourir à la force militaire régionale au cas où ces rebelles refusaient de cesser immédiatement le feu et se retirer des zones occupées. Ce lundi, les troupes kenyanes de l'EAC ont réceptionné des matériels militaires qui sont arrivés à Goma où ils se trouvent. Le véhicule transportant ces matériels sont arrivés par la frontière de Gisenyi au Rwanda. L'actualité dans la semaine était dominée essentiellement par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui s'y réorganisent bien qu'il y a accalmie sur la ligne de front selon le ministre de la Communication qui a fait le compte rendu de la réunion de sécurité tenue mercredi soir. Le gouvernement congolais reste tout de même vigilant. On va écouter le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, j'ai cité. C'est dans la suite, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, le Premier ministre a reçu l'habilitation du commandant suprême de tenir de réunions de sécurité pour faire le suivi de manière régulière de la situation sur le terrain. Vous savez que nous avons des urgences humanitaires importantes sur lesquelles nous devons travailler parce que nous avons plus de 300 compatriotes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. La réunion d'aujourd'hui, il s'est agi donc d'aborder ces questions humanitaires, mais aussi d'écouter le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a pris part au mini-sommet qui s'est tenu hier à Luanda. Vous avez tous suivi le communiqué avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, les chefs de l'armée et de la police ont pu faire le point de la situation sur terrain. On n'a pas seulement parlé de la situation à l'Est, mais on a aussi survolé la question de Kwamout parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations. Le maître mot qui a été recommandé ce soir par le Premier ministre, au-delà de tout ce qui a été dit, des engagements qui ont été couchés dans les communiqués sortis d'hier, c'est que nous devons rester vigilants. Il y a des délais qui ont été donnés. Nous allons attendre, voir ce que ça va donner, mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin. Toujours dans le volet sécuritaire, la feuille de route de Luanda n'est pas respectée par les M23. Ces mouvements rebelles rwandais continuent à opérer le massacre des populations dans les territoires de Rutshuru malgré les accords de paix signés entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Suivez à cet effet le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali
déterminés à saboter les décisions des chefs d'État sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kishishe, en territoire de Rutshuru. La situation humanitaire devient de plus en plus catastrophique dans les populations victimes des atrocités de groupes armés, surtout le M23. Le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a lancé une campagne de solidarité en faveur de ces victimes. L'information ressort du débriefing de presse hebdomadaire tenu par le porte-parole du gouvernement, Reed Dinonzei, pour plus de précisions. Au cours de ces échanges ordinaires sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le porte-parole du gouvernement congolais a précisé qu'il n'existe aucune promesse faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à son homologue rwandais. Patrick Mouyaya a sans embâche ni faux fouillant coupé court à toute spéculation suscitée par l'adresse du président Paul Kagame devant le Parlement de son pays. Il n'y a pas de promesse que le président de la République a faite à son homologue, si ce n'est la promesse d'avoir une relation normale. Mais à quelque chose malheureusement, parce que ça nous permet de comprendre qu'avec les voisins, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo en paix, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo qui se développe, on a besoin d'une République démocratique du Congo affaiblie, sur laquelle on pille et on pille pour se construire. Le ministre des Droits humains a pour sa part retracé les différentes violations des droits de l'homme perpétrées par ces rebelles du Rwanda. En rôle, les enfants les utilisent comme boucliers humains et les utilisent également dans des travaux forcés, outre le fait qu'ils s'adonnent à utiliser le viol comme arme de guerre. Cela est très grave sur le plan des droits humains. Nous ne cesserons de les dénoncer et cela est d'une extrême gravité et nous nous employons à enrichir les livres blancs que nous préparons, que nous documentons et la justice internationale devrait s'occuper de ces cas particuliers de violations manifestes des droits humains. La situation humanitaire est également alarmante, affirme le ministre de tutelle. Je voudrais, Patrick Mouyaya, que nous puissions noter au départ que notre pays vit un drame humanitaire grave. Nous avons sur tout le pays un déplacement massif de plus ou moins 5 600 000 personnes. Pour la seule province de l'Ituri, nous pouvons dénombrer 1 600 000 et pour le Nord Kivu, 1 800 000. A pu lancer un appel à la population pour faire appel à un élan de solidarité pour aider ces populations. Malgré l'activisme du M23, les FARDC poursuivent les opérations militaires de grande envergure pour éradiquer complètement les M23 du territoire congolais.
Si vous venez à peine de nous rejoindre, vous êtes sur la Fondation Maloua Télévision. On poursuit cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. On parle de l'actualité. Sauvons la RDC en danger. C'est la lettre lancée par Martin Fayulu dans une adresse à la nation, adressée justement le 29 novembre dernier. Le président de l'ECD a affirmé que Paul Kagame s'emploie à concrétiser son plan de balkanisation dans l'est de la RDC de commun accord avec la force régionale de EAC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Ngou. Sauvons la RDC en danger. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. En effet, les communiqués signés lors du mini-sommet de Luanda et les propos tenus ce lundi 28 novembre à Nairobi par le président burundais constituent des preuves de la capitulation de la RDC. Les engagements pris à Luanda permettent aux Rwandais du M23, d'une part, de se replier sur nos villages situés au pied du mont Sabinyo, dans le parc national de Virunga, et d'autre part, aux troupes de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi et du Kenya, de s'installer dans les zones jadis occupées par le M23 sous le label de force de la communauté d'Afrique de l'Est. Cela veut tout simplement dire que nous allons désormais perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, sur une partie de Nyiragongo et sur une partie de Massissi. C'est inacceptable. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri doivent encore demeurer sous état de siège, position exprimée par la Chambre basse du Parlement qui a à nouveau autorisé la prorogation lors de la plénière de mardi sans recourir au débat. Retrouvez à travers cet élément les explications de Ania Kole. Dans sa présentation, le vice-ministre de la Justice, Amato Bouyaboussire Mirindi, a fait savoir que la prorogation va permettre à l'armée de poursuivre avec ses opérations dans cette partie du pays. Sur 284 députés ayant pris part au vote, 279 ont voté pour la prorogation et 5 ont voté contre. À noter que les débats n'ont pas eu lieu lors de l'examen d'audit projet de la loi après la notion d'ordre initiée par le député national Paulin Odiane sollicitant l'adoption du projet de la loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sans débat. Cette notion a été contestée par les caucus des élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri qui pensent qu'il faut tenir un débat pour enrichir le projet de la loi et avoir une information sur la situation qui prévaut sur le terrain. Par contre, d'autres ont soutenu que la tenue des débats ne donne pas lieu au rejet de la prorogation de l'état des sièges. Notons qu'après adoption, ce projet de loi a été envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le gouvernement congolais vient de doter le FARDC d'un avion de transport de troupes très moderne et très performante de fabrication ukrainienne. L'avion AN-74 peut transformer jusqu'à 100 militaires avec leurs équipements. Ania Kole, une fois de plus, pour les explications. Il s'agit d'une commande datant de juillet 2021 dernier et livrée à ce jour au regard de l'urgence. Évidemment, ces problèmes tiennent à cœur le gouvernement de la République qui a décidé de tout prendre en main. À cet effet, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Dr Gilbert Kabanda Kourenga, prenant le taureau par les cornes et constamment sur la brèche, explorant divers marchés de vente d'armes internationaux et liant les paroles aux actes conformément au programme du gouvernement dans lequel occupe également une place de choix. Son plan d'action, dont un des piliers majeurs est à juste titre les équipements militaires de type divers, a doté l'armée congolaise en ces temps où le pays traverse des moments difficiles des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le ministre Kabande passé à la vitesse supérieure au fond des acquisitions de nouveaux enjeux de guerre militaire pour le nombreux besoins en matière d'armement afin de toujours renforcer les capacités des FARDC sur le front du combat. Notons que dans le cadre du plan d'action du ministre de la Défense congolaise, l'objectif à travers les réformes en cours est d'arriver à mettre sur
Direction à présent la Chambre haute du Parlement. Propositions de loi ont été en seconde lecture votées au Sénat. La première partie sur l'aviation civile et la seconde sur le code pénal congolais en matière de prévention et répression de la traite des êtres humains. La matière était à l'ordre de la plénière conduite par le président de cette Chambre. Reportage. Sous la houlette du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, les sénateurs ont voté la loi sur l'aviation civile. Cette proposition de loi examinée et votée en seconde lecture au Sénat avait été confiée à la commission infrastructure et aménagement du territoire. Sur les 109 sénateurs que compte le Sénat, 98 ont pris part au vote et ont voté à l'unanimité la dite loi. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote. 78 membres ont voté par oui. Aucun membre n'a voté non et aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi adopté le rapport de la commission PAJ sur la loi portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des êtres humains. Cette loi vise à unifier tous les aspects répressifs de la traite des personnes qui n'ont pas été prises en compte par le code pénal et d'autres textes complémentaires en vigueur dans le pays. La loi adoptée donne également aux juridictions une base légale de qualification et de répression. Ça y est, enfin, le ouf du soulagement, le gouvernement congolais publie l'accord signé en février dernier avec l'homme d'affaires israélien, je cite, Dan Jettler, frappé par les sanctions américaines, accord qui consacre principalement la récupération des actifs miniers de la République démocratique du Congo, a souligné le jeudi le ministre des Finances devant la presse. Cet accord a été publié après de longues séances de travail entre le gouvernement congolais et la société civile sur les enjeux que cela implique. Il était question de placer le curseur sur les intérêts de la RDC après la signature de cet accord avec Ventura, société représentant les intérêts de Dan Gertler. Un accord qui revêt d'un caractère important pour le pays. L'accord porte entre autres sur les actifs pétroliers qui se trouvent sur le lac Albert. Et comme vous le savez, les actifs pétroliers ont une durée de vie aujourd'hui dans le cadre de la décarbonisation de l'économie mondiale qui est plutôt limitée. Le champ pour exploiter de nouveaux gisements pétroliers est relativement court. Peut-être que d'ici 10 ans, cela ne sera plus possible. Et donc, il y avait urgence à ce que nous récupérions ces actifs et que nous trouvions une solution pour les mettre en opération. Cette décision du gouvernement de vouloir récupérer ses actifs lui permet non seulement de réchauffer son partenariat avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi balise le chemin pour les opérateurs économiques étrangers de ce secteur pour poser leurs valises en RDC en toute quiétude. L'accord que nous trouvons avec les frères est un premier pas pour une résolution complète du problème, pour permettre aux opérateurs miniers, qu'ils soient congolais ou étrangers, de venir en toute quiétude, acheter ou être partenaire et permettre l'exploitation de ces actifs. L'on se rappelle que l'homme d'affaires israélien a été frappé par les sanctions américaines car accusé de corruption. Comme vous le savez, la semaine a été dominée par la rencontre du chef d'État Félix Tshisekedi avec la jeunesse congolaise. Le jeune devrait s'adonner à l'esprit de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est l'appel de Félix Tshisekedi face aux organisations de jeunes venues à cette occasion. Et c'est parmi les défis soulevés donc par le chef de l'État. On va l'écouter. Le deuxième défi à relever concerne l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée qui participe au développement de la République démocratique du Congo à travers différentes activités incluant, entre autres, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'accroissement du civisme, les valeurs citoyennes et la promotion de la bonne gouvernance. Pris sous cet angle,
les pouvoirs publics devraient promouvoir la participation citoyenne de la jeunesse à la promotion des valeurs républicaines et de cohésion nationale. Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis les chefs de l'État se vit cibler des questions autour de la sous-traitance. Les porte-parole des sous-traitants qui rappellent au président de la République sa promesse sur la création d'une classe de millionnaires indiquent que les choses n'avancent pas justement parce que les ministres sont tous corrompus. Je vous propose à ce sujet de l'écouter. Au même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers de la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Ne nous amenez plus des stagiaires parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons réussir. Avant de réenfermer ces chapitres, sachez que les choses n'ont pas du tout été roses pour une catégorie de jeunes qui ont été empêchés de rejoindre la salle de congrès où s'étaient nées ces assises. On en parle dans ces reportages de Divine Siala et Florent Kita. Le climat était tendu dans l'enceinte du Palais du Peuple. Des milliers de jeunes se sont retrouvés dehors alors que cette rencontre leur a été destinée. Dans la salle, l'on pouvait apercevoir un nombre important de personnes qui ne sont pas visiblement des jeunes. Les sortes de macarons, c'est cela tout le problème. Pour constater que le président devait être en face de jeunes, pas des députés, même le Premier ministre n'a pas sa place dans cette rencontre. Sa chaise-là devait être occupée même par moi. Ce désordre n'a pas du tout été de nature à plaire à des milliers de participants venus pourtant des 4 coins du pays, mais stoppés net à la porte de la salle de congrès. Bon, c'est un élément qui dérange parce que tout le monde, vous allez constater qu'il y a une multitude de gens dehors. Vraiment, je voudrais dire que la jeunesse que le chef a invitée est restée dehors. Il y a des hommes, des femmes à l'intérieur, je ne sais pas s'ils étaient invités. Si vous allez entrer à l'intérieur, vous constaterez que les gens qui sont là, ils ne semblent pas être des jeunes. Cette rencontre était une occasion pour le chef de l'État d'écouter les desiderata des jeunes, mais aussi les appeler à prendre leurs responsabilités en main sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Un peu des religions dans ce journal. Du 31 janvier au 3 février 2023, ce sont des dates qui marqueront la visite officielle du Saint-Pape François en République démocratique du Congo. Après les reports en juillet dernier, pour des raisons sanitaires, l'annonce a été faite le jeudi 1er décembre par Monseigneur Matteo Bruni, directeur de la salle du Saint-Siège. Regardez. C'est à nouveau officiel, le pape François se rendra en République démocratique du Congo du 30 janvier au 3 février 2023 et au Soudan du 3 au 5 février de la même année.
L'annonce a été faite hier jeudi 1er décembre et par le directeur de la presse du Saint-Siège, Mathieu Bourigny, je cite. Rappelons que le voyage apostolique du pape François en RDC au Soudan, prévu du 2 au 7 juillet dernier, avait été reporté à une date ultérieure en raison de problèmes de santé du pape François. En effet, ce médecin lui avait recommandé de ne pas voyager afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours, avait-il expliqué le directeur de la salle de presse. Il avait alors ajouté qui repoussait ne pas annuler. La salle de presse du Saint-Siège a publié à ce jour le programme intensif de ces 6 jours sur les continents africains. Mardi 31 janvier 2023, l'avion Papa décollera de l'aéroport international de Rome. Mardi 31 janvier à 7h55 pour Kinshasa, qui est situé dans le même fuseau horaire que Rome. Après 7 heures de vol, l'avion doit atterrir à 15 h à l'aéroport international de Njili à Kinshasa, où aura lieu l'accueil officiel. La cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation à 16h30 sera suivie d'une visite de courtoisie au président de la République, Félix Tshisekedi, je cite, dans la salle présidentielle du Palais de la Nation. Puis le pape François rencontrera les autorités représentants de la société civile et les corps diplomatiques dans le jardin du Palais de la Nation, où il prononcera son premier discours. Mercredi 1er février à Kinshasa toujours, le pape célébrera la messe à 9h30 à l'aéroport Ndolo, où il prononcera l'homélie. Après-midi, à la Nonciature apostolique, il rencontrera à 16h30 les victimes dans l'est de la RDC, puis à 18h30 le représentant de certaines œuvres caritatives. Il prononcera ensuite un discours à chacune de ces rencontres. Jeudi 2 février, toujours à Kinshasa, une première rencontre prévue dans la matinée, ainsi qu'un discours en présence de jeunes et des catéchistes au stade de Martyr de la Pentecôte. Dans l'après-midi, un autre discours sera prononcé dans le cathédrale Notre-Dame du Congo au cours d'une rencontre de prière avec deux prêtres, le diacre, les personnes consacrées et les séminaristes. À 18h30, aura lieu la désormais traditionnelle rencontre privée avec le membre de la Compagnie de Jésus à la Nonciature apostolique. Vendredi 3 février, fin de la visite à Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante travaille d'arrache-pied pour vulgariser les informations liées à l'enrôlement des électeurs. C'est dans ce cadre qu'une délégation du caucus des députés a été reçue par le rapporteur adjoint de la centrale électorale et qui a mis à leur disposition des données techniques sur leur circonscription électorale menée par les sécurités. Les précisions avec Rite Dinonzé. Les échanges entre cette délégation du caucus des députés nationaux du Nord Kivu avec les rapporteurs adjoints de la centrale électorale Paul Moïndo Nzangi ont tourné autour de l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Kivu, où certaines zones sont en proie à une guerre imposée par des groupes armés, dont le M23 qui y sème mort, terreur, violence et déplacement massif des populations. Paul Moïndo Nzangi a d'abord présenté les grandes lignes du calendrier électoral publié le samedi 26 novembre dernier. Il a également répondu aux différentes préoccupations et a apporté des éclaircissements aux inquiétudes de ses hôtes. Il a mis à leur disposition les éléments chiffrés sur le nombre des centres d'inscription, des kits d'enrôlement par territoire, mais également des dispositions sécuritaires. Pour les résidents à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de différence, nous allons enrôler. Évoquant la question de l'insécurité, le rapporteur adjoint de la centrale électorale a affirmé que cette problématique relève du gouvernement qui se bat bec et ongle pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les députés qui suivaient avec intérêt ces détails ont remercié la CENI pour tous les efforts conjugués pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Durant les échanges, ils ont formulé certaines recommandations pour que tout habitant du Nord Kivu en âge de voter soit identifié et enrôlé pour qu'il les lise en toute quiétude. C'est avec sentiment de satisfaction que les hôtes de la CENI sont sortis de la salle de réunion, comblés d'avoir eu des informations techniques essentielles sur leur circonscription électorale représentative. Dans la semaine, le monde entier a célébré le 1er décembre, comme chaque année, la journée mondiale du sida. Dans la province du Congo, l'on a largement exploité les thèmes de cette année qui est « Main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH-Sida » depuis la ville de Kenge où se trouvait notre envoyé spécial Elvis Métis nous fait le point.
Il s'agit d'une véritable occasion pour sensibiliser les jeunes de la province du Kwango. Sous la houlette des autorités provinciales, sur la première ligne, le gouverneur Jean-Marie Petit Tamata. L'unité et la bonne prise en charge de personnes vivant avec le VIH, c'est le message clé à retenir de l'adresse de Prince Noël Kupungu, ministre de l'Intérieur, délégué par le patron de l'exécutif provincial. Les populations congolaises et congolaises doivent savoir que les Syriens sont des personnes vivant avec nous et il faut éviter la stigmatisation à leur endroit. C'est des personnes comme nous, il faut les accompagner. Ils n'ont pas choisi d'être victimes de cette maladie, mais notre accompagnement serait vraiment une solution à combattre la pandémie. Il existe des produits bien spécifiques pour cette catégorie de personnes pour augmenter leur espérance de vie, disent les autorités sanitaires de la zone de santé de Kenge, qui condamnent dans le même temps la stigmatisation envers les personnes atteintes du sida. La personne qui vit avec le VIH-Sida, c'est une personne comme nous. Et si cette personne suit bien ces produits curatifs, ces derniers vivent normalement pour lutter contre la stigmatisation. Et cela aidera à la non-clandestinité de nos personnes vivant avec le PV. Avec un chiffre de 25,6 millions de personnes vivant avec le sida dans le monde, la zone Afrique reste la plus touchée par cette pandémie. En parlant de la journée mondiale du sida, avant de terminer, le docteur Bob Mugobo exhorte les Congolais à observer les mesures préventives comme moyen efficace de lutter contre cette maladie et parler tout de même d'une énorme évolution dans la prise en charge des malades. On va l'écouter au micro de Torres Atibo. Le risque lié à la maladie, c'est plus la dysimmunité. Cela signifie que le taux de CD4 va diminuer, où on appelle notamment les anticorps. C'est le grand risque qu'on court avec le VIH. Et puis aussi, mis à côté aussi les infections opportunistes qui peuvent survenir dû à cette désimmunité-là. Voilà un peu, en grosso modo, le grand risque qu'ouvre un patient avec le VIH-Sida. Par rapport aux moyens de prévention, nous pouvons citer 3 grands moyens de prévention, notamment l'abstinence. Il faudrait vraiment s'abstenir. Il y a aussi la fidélité à son seul partenaire. Vous avez un seul partenaire, que vous restez fidèle, faites des rapports sexuels avec seulement ce seul partenaire-là. Et puis, il y a aussi les préservatifs. Donc, nous avons ces trois grands modes-là. L'abstinence, la fidélité, puis le préservatif. Ce sont ces 3 grands modes qu'on peut se protéger. Actuellement, la prise en charge avec l'évolution de la science et de la technologie, nous avons des comprimés, les comprimés qu'on prend, et puis il y a maintenant des injectables aussi, qu'on prend chaque 2 mois. Les comprimés sont pris journalièrement. Les injectables sont pris chaque 2 mois avec certaines conditions. Et puis il y a aussi l'évolution de certains tests qu'on fait aussi dans d'autres prises en charge, notamment en Israël, où on a essayé un peu de faire la modification génétique de lymphocyte B, notamment pour essayer un peu de mimer le VIH, mais avec l'évolution, d'abord, on a ces 2 grands-là, les comprimés et puis les injectables actuellement. Retrouvez l'intégralité de cette édition sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloa Télévision. Ça sera tout pour ce soir. À vous tous, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end.